Bien. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être si nombreux ce soir dans cet amphi de l'université pour cette table ronde, cette carte blanche offerte au Mémorial de la Shoah. Donc moi, je suis Yanis Roder, je suis responsable des formations au Mémorial de la Shoah depuis maintenant quelques années. Et depuis quelques années, quand nous le pouvons, avec Christian Ingrao et Johan Chapoutot, nous essayons de raccrocher notre sujet au thème de l'année. En fait, on le fait chaque année. Voilà. Il y a des fois où ça ne marche pas bien. Détrompe-toi, ça marche à chaque fois. On arrive à tirer les fils et à trouver quelque chose à dire sur le sujet. Parce que les nazis ont parlé de tout, en fait. Voilà, on parlait de tout, ce qui est quand même le gros avantage de travailler sur le nazisme, c'est qu'on peut parler de tout, hein, et un peu aussi de n'importe quoi. Donc notre sujet ce soir, j'ai pas dit ça pour toi, Christian, pas encore. Donc notre sujet ce soir, c'est l'Italie vue du Troisième Reich. Il m'insulte là. Donc, s'il te plaît, vue du Troisième Reich. Je voudrais commencer par une citation de Paul Valéry, qui, je vous rassure, n'était pas nazi. Et qui ni italien, hein, effectivement, qui au lendemain du désastre humain qu'a été la Première Guerre mondiale, a écrit dans un texte je considérerais comme Européens tous les peuples qui ont subi au cours de l'histoire les influences que je vais dire. Et il énumère notamment le christianisme, la Grèce. Mais avant de s'étendre sur le christianisme et la Grèce, Paul Valéry parle de la première influence qui, pour lui, est extrêmement importante, c'est celle de Rome. Et il dit partout où l'Empire romain a dominé et partout où sa puissance s'est fait sentir, et même partout où l'Empire a été l'objet de crainte, d'admiration et d'envie, partout où le poids du glaive romain s'est fait sentir, partout où la majesté des institutions et des lois, où l'appareil et la dignité de la magistrature ont été reconnus, copiés, parfois même bizarrement singés. Là est quelque chose d'européen. Et il termine en disant « Rome est le modèle éternel de la puissance organisée et stable ». Rome, donc, ce centre du monde européen, en quelque sorte, cette lumière dans l'histoire européenne, eh bien, quelques années plus tard, Adolf Hitler, dans Mein Kampf, écrivait ceci. Il disait que les Aryens étaient les créateurs de toute civilisation. Et on comprend bien à quoi Adolf Hitler fait référence. À quoi Adolf Hitler fait référence quand on songe, par exemple, à l'ouverture du film de Leni Riefenstahl, Olympia, que vous connaissez tous, hein, cette ouverture sur les ruines du Parthénon, où la magnifique statue grecque du discobole se transforme en magnifique discobole germain, allemand. C'est à la Grèce, évidemment, que l'on pense en premier, mais la civilisation pour Adolf Hitler, c'est aussi évidemment Rome, son empire, sa puissance, son ordre. Alors Rome était-il, si on parle de l'empire, un modèle à suivre ? Nous nous poserons la question. Mais ce modèle romain antique, sur lequel les nazis se sont penchés, et Johan Chapoutot nous en dira quelque chose, fut-il le seul modèle pour les nazis ? Mussolini ne fut-il pas, lui aussi, un modèle ? Lui aussi un modèle. Quelle vision les théoriciens nazis ont-ils eu du fascisme ? Et enfin, d'autre part, cette vision de Rome, de l'Italie en général, a-t-elle connu des évolutions dans la vision que les nazis pouvaient en avoir ? Et enfin, nous interrogerons, pour conclure, notamment avec Christian Ingrao, nous interrogerons sur l'Italie comme espace de la guerre, puisqu'en 1943, la guerre revient en Italie et les choses évoluent grandement à ce moment-là. Alors, pour parler de ce sujet, de l'Italie vue du Troisième Reich, donc, à ma droite, pour changer, Johan Chapoutot,
professeur des universités à l'université Paris 4, messieurs, dames. Oui, mais c'était Paris 4, tu le sais très bien, tu es très content. Donc, et puis... Non, mais j'aime bien Paris 4, ça te va bien. Donc, et à ma gauche, et ça c'est normal, Christian Ingrao, qui est historien et chercheur au CNRS à l'Institut d'histoire du temps présent. Alors, première question, mon cher Johan, j'ai paumé mes questions, voilà. Donc, Rome et les nazis. Mais Rome et les nazis, Rome, l'Empire romain, quelle était la vision que les nazis avaient de cet Empire romain et quelle utilisation pouvaient-ils ou ont-ils pu en faire? Mais c'est très bien cette répartition des rôles parce qu'on retombe sur nos pattes originelles. À Christian, la guerre et la violence, et à moi, la culture, ça me va très bien. C'est parfait. Il m'a traité de brute. Alors, elle était très belle, cette citation de Paul Valéry, parce qu'elle disait dans des termes tout à fait choisis et parfaitement élégants, au fond, quelque chose de très banal. Elle exprimait la substance de ce qu'on peut appeler la res romana, la chose romaine. La res romana, le mot res est très important dans la langue latine. C'est la compacité, c'est la durée, c'est la dureté, c'est la stabilité, c'est la pierre, c'est la route, c'est l'empire. C'est bref le concret auquel les Romains se flattaient de se confronter, alors que les Grecs, pour lesquels ils avaient une admiration sans borne, bien évidemment, étaient censés, eux, se complaire dans le ciel un peu éthéré des idées. Les Romains avaient conscience d'être des rustres, d'être des maçons, d'être des juristes, et non pas des intellectuels, mais au moins, eux, ils se projetaient dans l'éternité par cette res et cette restauratio permanente de la réalité politique impériale. Et de fait, pour quelqu'un comme Hitler, on va commencer par lui, c'est l'élément décisif. Et c'est important parce que dans la tradition allemande, on valorise beaucoup moins Rome que la Grèce. Rome, au fond, depuis la Renaissance, et les humanistes allemands dès le XVe siècle sont tout à fait d'accord pour dire cela, Rome est préemptée, si vous voulez. Préemptée par qui ? Eh bien, par les Français, par les voisins français, par l'Ouest. Et par ailleurs, Rome est encore dans Rome, au fond, puisque Rome, c'est le Pontifex Maximus, c'est-à-dire le pape, c'est-à-dire l'Église catholique. Donc, Rome, c'est quelque chose qui est certes intéressant, valorisé, mais depuis la Renaissance, et d'autant plus depuis le XVIIIe siècle, on pense notamment à la figure de Winckelmann et de la redécouverte de la statuaire grecque, mais en fait c'est une statuaire romaine, c'est des copies romaines d'origine grecque, mais bon, peu importe. Winckelmann est un de ceux qui, au XVIIIe siècle, disent voilà, nous, les Allemands, nous sommes des Grecs. Nous sommes des Grecs, et il y a des travaux de linguistique tout à fait intéressants, qui se poursuivent d'ailleurs jusque dans les années 1940, qui montrent que, en termes de sémantique et de syntaxe, le grec et l'allemand sont tout à fait proches. Dans leur construction. Si l'étymologie n'est pas la même, il y a quand même une homologie de structure entre les deux langues qui prouve bien qu'il y a une sympathie culturelle, une familiarité culturelle, voire une unité de race pour certains déjà au XIXe siècle. Donc c'est plutôt la Grèce, et cette tradition philhellénique se poursuit évidemment jusqu'au XXe siècle. Heidegger en est le paradigme, si vous voulez, ou l'achèvement, mais auparavant il y a Nietzsche et il y a tout le monde au fond. Tout ce qui pense et tout ce qui écrit en Allemagne au XIXe siècle pense et écrit en référence à la Grèce. Hitler, lui, bon, déjà, il n'a pas été contaminé, si vous voulez, par le système scolaire parce qu'il n'est quasiment pas allé à l'école. Au fond, il s'est arrêté à la Realschule, c'est-à-dire un collège technique. Il n'a pas fait l'abitur, il n'a pas fait la voie royale des humanités classiques. Et au fond, c'est un autodidacte, doté d'une mémoire assez prodigieuse, qui impressionne beaucoup les gens et qui lui tiennent lieu d'intellect, si vous voulez, cette mémoire, cette hypermnésie. Et en tant que autodidacte, il a pu se préserver un peu de ce philhellénisme rampant dans l'université et dans les lycées. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est Rome, pour une raison simple, c'est que Rome, c'est le signe le plus clair de l'impérialité, de la puissance politique et de la projection de cette puissance politique dans un espace impérial. Il a été familiarisé à Rome par son professeur d'histoire, dont il parle, le docteur Putsch, dont il parle dans Mein Kampf, avec beaucoup d'émotion, mais également par l'opéra, et singulièrement par un opéra de Wagner, qui est parfaitement méconnu, parce que Wagner l'a essayé de le faire oublier, tout simplement parce que c'est le seul opéra vraiment écoutable de Wagner, à vrai dire, son premier, c'est Rienzi.
Rienzi, donc Cola di Rienzo, c'est un noble romain du XVe siècle qui a voulu, un aristocrate romain qui au XVe siècle a voulu recréer l'Empire romain, voilà, régénérer Rome. Et Wagner en a fait un opéra, ce qui n'est pas étonnant au XIXe siècle. Hein. Rome, la romanité, le Saint-Empire, l'Empire allemand, régénérer, restaurer, refaire, bon, voilà. Cet opéra a fasciné Hitler, qui dit à plusieurs reprises qu'avec Siegfried, c'est son opéra préféré et que c'est écouter cet opéra qui lui a fait décider d'embrasser la vie politique. Bon, c'est une reconstitution a posteriori, comme souvent chez lui, mais en tout cas, c'est intéressant. D'autant plus intéressant que le pauvre Cola di Rienzi n'est pas vraiment un modèle de réussite, puisque l'opéra s'achève, comme s'est achevée l'histoire de cet homme, par la mort de ce régénérateur de l'Empire romain dans les flammes de son palais du Capitole qui s'écroule sur lui. Bon. Donc c'est une espèce de fin à la fois suicidaire et apocalyptique qui a peut-être donné des idées à l'auditeur de l'époque. Donc il y a cette volonté-là de renouer avec un héritage de puissance. Et c'est quelque chose qui est d'autant plus pressant après la Première Guerre mondiale que de puissance en Allemagne, il n'y en a plus. L'Allemagne n'est plus rien. Hein. Le Reich n'existe plus, le Kaiserreich n'existe plus, l'Empire colonial n'existe plus. L'État, qu'est-ce que c'est ? C'est devenu une république démocratique et libérale, ça ne va pas du tout. Donc il se réfère à l'impérialité romaine. Et à partir de 1933, mais il le dit dès les années 20, il propose à l'Allemagne un double référentiel pour restaurer la conscience de soi, ce qu'on appelle le Selbstverständnis en allemand, la conscience de soi de l'Allemagne. Un référent, on va dire, synchronique, géographique, qui sont les États-Unis. Il faut faire du gros, du lourd, du massif, comme aux États-Unis. D'où des projets architecturaux gigantesques. À Hambourg doit être construit le pont le plus long du monde. Enterrer le Golden Gate Bridge. On doit construire, je ne sais pas où, le plus haut gratte-ciel du monde, enterrer l'Empire State, etc., etc. Donc vous avez le référent synchronique, géographique, et vous avez le référent diachronique, historique, qui est Rome. On doit faire plus gros que les Américains, et plus pérenne, plus majestueux, et plus beau que les Romains. Voilà. Tout simplement parce que le Reich de Milan doit non seulement vivre 1000 ans, mais aussi survivre pendant des millénaires, ce qui fascine Hitler, et il le dit à Speer ouvertement. Ce n'est pas tant Rome que les ruines de Rome. Il y a une forme de ruinisme programmatique et d'inscription dans la durée du mythe. Et cette référence à Rome n'est pas immédiate, elle est médiée. Elle est médiée par, précisément, tu le disais, Mussolini. On a des esquisses, un carnet d'esquisses d'Hitler qui date du début des années 20, où il dessine, parce que cet homme était un artiste, un architecte et un peintre contrarié. Il s'en donne à cœur joie donc sur ses carnets d'esquisses. Et notamment, c'est lui qui dessine les uniformes, les drapeaux du parti, et notamment les étendards du parti. Et lorsque vous voyez les étendards, les Standarten du parti nazi, qui sont brandis par les SA, eh bien, ce sont des étendards romaines. De fait, il a repris les modèles des légions romaines, l'aquilifère, etc., enfin les 3 modèles d'étendards des légions, qu'il a syncrétiquement rassemblé en un seul modèle pour évoquer, jusqu'à l'aigle qui surplombe la croix gammée et la couronne civique, la corona civica, en chêne, pour évoquer Rome. Et sur son carnet d'esquisses, il note Rome, R-O-M, donc en allemand, César, via Mussolini. Parce que la médiation, c'est l'Italie mussolinienne. Parce que tout simplement, ce que Mussolini a fait en 1922, en octobre 22 à Rome, Hitler a essayé de le faire à Munich en novembre 1923, et il n'a pas réussi. Et il y a ce complexe terrible de la part d'Hitler d'être le tarvenu. Quand il arrive au pouvoir en 1933, ça fait 11 ans que Mussolini est aux commandes. Donc contrairement à l'image que nous avons, nous, d'un Mussolini complètement à la ramasse et à la remorque de l'Allemagne, il faut bien se rappeler que Hitler avait à Munich dans son bureau le portrait de Mussolini, qu'il révérait. Et la première rencontre entre Hitler et Mussolini en juin 1934 à Venise est une catastrophe pour Hitler. Mussolini, chez lui, il reçoit et il fait du Mussolini. Il a un uniforme, il donne des coups de menton, il fait comme Yanis, il bombe les pectoraux, il a un chapeau à plumes, enfin, voilà. Tu l'as, la photo ? Et Hitler
mais cet homme est une gravure de mode, il n'y a pas besoin de photo. Et Hitler, lui, est en frac, tenant timidement son haut de forme, et totalement intimidé. C'est l'élève face au maître. Et ça, c'est quelque chose qui dure jusqu'en 1943. C'est à partir de 1943 que véritablement la relation va s'inverser entre les deux hommes et que Hitler va décider que quand même c'est lui le patron, c'est lui le plus fort, si vous voulez. Mais jusqu'en 1943, il reste intimidé par celui qui est à ses yeux un héros politique, mais plus que cela, qui est un Romain, donc un Germain. Et c'est quelque chose qu'il faut dire ici, c'est que la référence à Rome, comme la référence aux États-Unis d'ailleurs, n'est pas une référence oiseuse d'un point de vue biologique ou racial, c'est une référence légitime. Les Américains, pourquoi ? Parce que les Américains, c'est des Allemands. Alors ensuite, il y a eu des nègres, des juifs, de tout ce que vous voulez, mais c'est des Allemands, fondamentalement. Le président Trump se réclame de son ascendance allemande, régulièrement, allemande et irlandaise. Vous avez 5 millions d'Allemands qui partent en Amérique du Nord au 19e siècle. Rien qu'au 19e siècle. Bon. Et quant à la référence romaine, eh bien, elle est légitime d'un point de vue biologique et racial, puisque les Romains sont des tribus germaniques, selon les nazis, mais ils n'ont pas inventé ce discours. C'est quelque chose qu'on trouve dès le 19e siècle dans la science universitaire, académique, archéologique. Les Romains, comme les Grecs, sont des tribus germaniques émigrées du nord vers le sud et qui, si les Germains du nord sont restés un petit peu arriérés, dit Hitler, parce qu'il fait froid et il pleut, clairement, oui, mais c'est ça, c'est la théorie des climats. Eh bien, les Germains du sud ont pu opérer leur photosynthèse culturelle au doux soleil de Méditerranée. Mais c'est vraiment comme ça que c'est dit. Donc, imiter Rome et vouloir faire de Berlin une nouvelle Rome n'est pas une prostitution culturelle. Ce n'est pas une aliénation à des philologues qui voudraient nous imposer le latin alors que nous sommes des Allemands et qu'on n'a rien à faire avec ça. Non. Hitler dit, et il arrive même à convaincre Himmler, qui lui est sur la position germanomaniaque. On est les Germains, les Grecs et les Romains, c'est des Méditerranéens, c'est des Levantins crépus, c'est des Arabes. Non, Hitler dit non. Après, oui, bien sûr, ça s'est mélangé, c'est terrible. Mais à l'origine, c'est les nôtres, c'est notre propre sang. Sinon, dit Hitler, comme disent des milliers de personnes, des milliers de scientifiques, comment expliquer le génie grec et le génie romain Mais oui, mais bien sûr. Mais déjà chez Hegel, oui, comment expliquer le génie grec et le génie romain, sinon par l'excellence du sang germanique qui a constitué ces puissantes cultures. Voilà. On pourrait continuer, mais... Merci, Johan. Justement, puisque tu parlais d'Hitler, j'allais te poser la question, mais de l'unanimité des nazis autour de cette idée. Et bon, tu as déjà répondu, puisque tu as parlé de Himmler. Et ben, tu vas donc développer. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Justement, cette vision des Méditerranéens comme étant, comme tu l'as dit, je te cite, des Levantins, c'est quand même quelque chose qui existe au sein du nazisme, au sein du parti nazi. Et effectivement, tu l'as dit, mais la figure d'Heinrich Himmler étant celui qui peut-être le plus on va dire le plus disert sur cette question. Oui, alors sachant que Himmler n'est que le porte-voix ou le représentant le plus puissant, évidemment, administrativement, d'une tendance lourde de l'université allemande et également de la sensibilité politique völkisch, c'est-à-dire ethno-nationaliste, raciste nationaliste, qui estime que 1933, l'arrivée des nazis au pouvoir, offre enfin l'occasion de se libérer de ce qu'une historienne britannique a appelé en 1936 la tyrannie de la Grèce et de Rome sur l'Allemagne. Voilà. Les Allemands sont tellement fascinés par l'Antiquité, disait Elizabeth Butler, cette historienne d'Oxford, qu'on peut parler de véritable tyrannie de l'Antiquité sur les Allemands. Regardez ce que fait Louis Ier de Bavière, regardez ce qu'ont fait les rois de Prusse. On fait du néo-antique partout, on fait des éditions latines et grecques partout. Le Gymnasium, le lycée classique en Allemagne, qu'est-ce que c'est ? C'est 8 heures de latin et 8 heures de grec par semaine. Donc on commence par 16 heures de lettres classiques, vous voyez ? Et le reste, ça vient en complément peut-être. Donc en 1933, plein de gens se disent, enfin, nous allons revenir à nous-mêmes, revenir à notre essence raciale et à notre culture. On va jeter par-dessus bord cette aliénation culturelle. On va arrêter de jouer aux Grecs et aux Romains. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre sang. Et on va faire du germanique, voilà, de la préhistoire germanique, de l'archéologie germanique. On va faire du saxon, du thuringien. On va faire du Schleswig-Holstein. Vous voyez, quelque chose de vraiment propre à notre race. Himmler est dans cette voie-là, la voie des
à l'université, c'est très puissant, hein, la voix des refoulés de l'Antiquité, qui n'en veulent plus, hein, et des refoulants de l'Antiquité. Et Himmler doit être convaincu par Hitler lui-même, et Himmler ne consent à créer un département de recherche sur l'Antiquité classique au sein de l'Annenherbe, c'est-à-dire le centre de recherche de la SS, qu'en 1936, après avoir beaucoup discuté avec Hitler, qui se moque beaucoup de sa germanomanie, et après être allé lui-même à Rome. Il a fait une visite du forum et un guide sur le forum lui a montré, un guide italien, lui a montré une mosaïque, voilà, avec une croix gammée. Bon, des svastikas, il y en a partout, tout le temps, depuis des millénaires. Enfin, c'est le symbole le plus, avec le carré, le cercle, le plus répandu dans l'histoire de l'art occidental et oriental. Donc Himmler voit une croix gammée sur le forum, il est touché par la grâce, il dit « Ah, mais voilà, bon sang, mais c'est bien sûr. Rome, le Führer hat doch recht, hein, le Führer a décidément raison. Rome a été créée par des Germains, la preuve, il y a une croix gammée ici. » Voilà. Et là, c'est parti. Il crée ce département d'antiquité classique au sein de l'Annenherbe, qui reçoit pour lettre de mission, hein, parce qu'on est des bons managers, sous le Troisième Reich, on donne des lettres de mission. Et la lettre de mission de ce département, c'est prouver par tous les moyens archéologiques, philologiques, historiques, scripturaires, tout ce qu'on veut, biologiques, le fait que les Romains et les Grecs sont des Germains. Merci, Johan. Donc, la question de la vision que les nazis avaient de Rome et de l'Italie, est-ce qu'elle évolue avec le temps ? Je vous pose la question à tous les deux. Est-ce qu'elle évolue avec le temps ? Est-ce que la vision de l'Italie du XXe siècle, Christian, je me tourne vers toi, est-ce qu'elle est particulière dans l'imaginaire des nazis ? Alors, c'est pas une question que j'ai beaucoup l'habitude de me poser parce que je travaille essentiellement sur les pays d'Europe de l'Est. Mais quand on creuse un tout petit peu les sources d'informations qu'on peut avoir là-dessus, on s'aperçoit assez rapidement quand même que même si le tropisme fondamental des institutions de la SS se tourne vers l'Europe orientale, il y a malgré tout un second tropisme plus mineur, qui est un tropisme méridional, qui par la mécanique des recrutements autrichiens va s'intéresser essentiellement aux Balkans, mais qui va aussi s'intéresser énormément à l'Italie. On a plein d'indices de ça. Par exemple, l'un des médiateurs entre Hitler et Mussolini s'appelle Renzetti. Et Hitler, il a vu 42 fois Hitler entre 29 et 35. Par exemple, on peut regarder la liste d'audience des audiences de Mussolini. On s'aperçoit que sur la liste d'audience de Mussolini sur une période qui va de 1931 à 1938, il y a 200 visiteurs allemands qui ont donné lieu à 86 rapports. Et parmi ces visiteurs, il y a Goebbels, il y a Frank, il y a Himmler, il y a aussi Gottfried Feder qu'on voit apparaître, il y a Bormann, etc., etc. Toute la fine fleur des cadres du national-socialisme se presse chez Mussolini pour entendre sa parole, pour même simplement tester la façon dont on est salué par le Duce, pour voir comment est-ce que le Duce organise sa propre hiérarchie au sein du Troisième Reich. Alors, on a ici, si vous voulez, quelque chose qui est de l'ordre vraiment de la circulation, c'est-à-dire que l'Allemagne, l'Italie, je veux dire, dans un certain sens, joue le rôle de prédécesseur, joue le rôle d'aîné, et dans une certaine mesure, joue le rôle de modèle. Alors, il va falloir qu'on revienne là-dessus parce que les choses se compliquent un petit peu ici. Mais par exemple, les Allemands prennent l'habitude, le Troisième Reich prend l'habitude d'envoyer des jeunes de la Hitlerjugend pour faire des voyages en Italie pour voir comment tout ça se passe. En septembre 1936, ce sont 500 Hitlerjugend qui sont envoyés en voyage en Italie. À l'automne 1938, ce sont 450 de ces Hitlerjugend qui sont cette fois-ci de cadres de la Hitlerjugend qui sont envoyés en Italie. Alors on voit bien comment les choses circulent. Il faut malgré tout pas voir ça de façon très univoque. Vous avez à la fois, si vous voulez, cette question du modèle et du précédent mussolinien et fasciste, avec l'idée que, en effet, Hitler échoue là où Mussolini, c'est ce qu'a dit Johan, là où Hitler échoue là où Mussolini a réussi avec la question du putsch, il n'en reste pas moins que
très vite, malgré tout, les Allemands, les militants nazis se sentent très bien avec leur, à partir de 1929-1930, se sentent très bien avec leur stratégie qui consiste à tuer la démocratie avec ses propres armes, et que donc ils passent aussi un petit peu à autre chose. Mais le modèle italien reste très présent. Il y a une biographie autorisée de Mussolini en Allemagne. Elle est faite par une femme qui s'appelle Louise Dill et qui joue véritablement un rôle de circulation entre les deux, on va dire les deux dictatures, hein, et qui montre bien les choses. Alors, comme je vous disais, tout ça n'est pas univoque. On n'est pas dans le maître et l'élève. On est aussi dans la discussion, c'est-à-dire que au sein des institutions qui se créent en Allemagne, qui préfigurent d'un côté cette ethno-communauté qui était censée être la nouvelle société qu'allait devenir le Troisième Reich, et la Volksgemeinschaft, donc, et dans ces institutions donc qui sont censées remplacer les syndicats, les instruments de dialogue sociaux, etc., l'exemple fasciste est étudié et la plupart du temps il est refusé, hein. Les économistes, par exemple, de l'Institut für Weltwirtschaft, hein, c'est-à-dire l'Institut d'économie mondiale de Kiel, qui travaille à partir de 1933 à élaborer un certain nombre de politiques économiques plutôt dans le sens d'un sens libéral, et donc ils vont perdre, hein, dans les jeux institutionnels, mais qui essayent de mettre en place une sorte de libéralisme nazi. Ces gens vont voir ce qui se passe en Italie et en reviennent antifascistes, hein. C'est le cas parmi eux de quelqu'un qu'on commence à connaître un petit peu, qui s'appelle Otto Ohlendorf, hein, qui est un économiste qui est le responsable, en gros, si vous voulez, le chef de l'administration de cet institut d'économie mondiale de Kiel, hein, et qui fait un voyage en Italie en 1926-1927, si mes souvenirs sont bons, et qui revient. C'est un militant nazi à tout crin à partir de 1925, et il revient antifasciste, et il revient persuadé qu'il faut mettre en place des institutions alternatives à celles que les fascistes ont mises en place en Italie. On voit comme ça, si vous voulez, par petits exemples, on peut voir que même dans cet entre-deux-guerres où l'exemple fasciste et l'exemple italien brillent de tous ses feux aux yeux des militants nazis et aux yeux des responsables de l'État du Troisième Reich, la chose ne sont jamais vraiment univoques. Oui, Johan, tu me disais, tu voulais ajouter quelque chose. En fait, ce que dit Christian est très important, et je trouve l'exemple qui l'illustre le mieux, c'est le sort de Carl Schmitt. Ah oui. Et Carl Schmitt, c'est quelqu'un qui a tout fait pour être nazi, mais vraiment, hein, qui avait beaucoup de qualités pour l'être, hein. Il était ultra antisémite, il était nationaliste, il était conservateur, voilà. Mais il y a un problème chez Carl Schmitt, c'est que ça reste un admirateur foncier d'Italie. Pourquoi ? Parce que Carl Schmitt, c'est un catholique, et il le reste. Et c'est un catholique, donc il est impressionné par la latinité, par l'Église catholique, c'est-à-dire par l'Empire romain, c'est-à-dire par l'État, enfin tout ça, Église, Empire, État, tout ça sont des notions qui appartiennent à son épistémologie de juriste. Voilà, c'est un homme qui reste attaché à la latinité et à l'État. Eh bien, des gens comme Otto Ohlendorf ou Werner Best ou Reinhard Höhn, eh bien, ces jeunes juristes de la SS, très ambitieux, très travailleurs, à défaut d'être aussi talentueux que Carl Schmitt, qui reste un immense penseur du droit, un immense philosophe et historien du droit, eh bien, ces gens-là vont doubler Carl Schmitt sur sa droite. Et il faut le faire quand même. Mais pour une raison simple, c'est que Carl Schmitt, en 1936, fait un grand colloque qui dure 3 jours, qui donne lieu à 3 volumes, sur, je cite, la juiverie dans les sciences juridiques. Bon. Vous imaginez le contenu du colloque. Donc tout ça, c'est parfait pour devenir ce qu'il veut être. C'est le Kronjurist, le juriste de la couronne du Troisième Reich, le juriste en chef. Eh bien non, ça ne va pas marcher, parce que les petits juristes trentenaires là, de la SS vont l'attaquer sur 2 points. Le premier, c'est la question du grand espace à l'Est. Hein. Carl Schmitt pense le grand espace, mais pas l'espace vital, pas le Lebensraum, donc le Großraum, mais pas le Lebensraum. Et par ailleurs, c'est un homme de l'État. L'État, voilà. Il trouve ça bien, l'État, Carl Schmitt. Eh bien, eux, ils ne trouvent pas ça bien du tout. L'État, c'est une institution juive, comme la loi. La loi et l'État sont des institutions juives que les Juifs ont élaborées parce qu'ils sont incapables de se gouverner eux-mêmes, parce que les Juifs sont malades, ils sont détraqués, ils ont besoin d'un décalogue, ils ont besoin d'un État, ils ont besoin d'une police, etc. Alors que le Germain, lui, n'a pas besoin de tout ça. Pas besoin de droit écrit, parce qu'il est saint d'esprit et de corps. Voilà.
Et donc, nos juristes nazis pensent, eux, l'action publique en termes d'agence et pas d'État. Et c'est pour ça que Carl Schmitt est complètement écarté, alors qu'il avait donné tous les gages. Et contrairement, on terminerait par là, dans son évolution, c'est intéressant parce que Carl Schmitt donc, est totalement mis sur la touche, mais reste fidèle au régime et va au contraire creuser de plus en plus son antisémitisme qui culmine après 1945. C'est-à-dire que pour lui, la défaite de l'Allemagne en 1945, on le voit dans son journal, la défaite de l'Allemagne prouve que décidément le complot juif mondial est bien bon. Mais ça vient d'une tradition catholique. Les Juifs ont tué le Christ, etc. Et c'est tout à fait cumulable ou conciliable avec une adoration de l'institution étatique, qu'elle soit impériale, française, un grand amoureux de la France, ou ecclésiale. Alors, on a pu aborder la question de Rome, de l'Empire romain, la question du fascisme, du modèle qu'a représenté Mussolini. Moi, j'aurais une question sur la vision des nazis de l'Italie dans la guerre. Moi, j'aime beaucoup l'Italie parce que ce sont des grands guerriers. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà, j'ai un faible pour... Oui, la première aussi, mais c'est pas notre sujet. Entre les légions romaines qui conquièrent le monde et les bersaglieri, Ils ont du mal avec l'Auvergne, quand même. Oui, ils ont eu du mal avec l'Auvergne, chez toi, Clermont-Ferrand, tout ça, ok. Il faut le laisser à ses illusions. Donc les bersaglieri qui sont de grands guerriers devant l'Éternel, comment les nazis voient les prouesses militaires de l'Italie fasciste ? Les sources sont extrêmement diverses sur ce genre de choses. Il y a à la fois des sources sur les contingents italiens sur le front de l'Est, des sources sur évidemment le cauchemar balkanique. Je ne parle même pas de l'Africa Corps qui vient aider les Italiens qui s'ensablent devant les Britanniques. Évidemment, un peu partout, à partir de 1941, l'excellence militaire, la vision d'excellence militaire que pouvaient avoir d'une certaine manière les Allemands des Britanniques, des Italiens, s'effrite très rapidement, que ce soit en ce qui concerne la marine, ou en ce qui concerne l'armée de terre ou même l'armée de l'air. Tout ça finit. Très très vite, les Allemands s'aperçoivent qu'ils sont obligés d'intervenir dans des endroits où vous n'avez pas prévu de le faire, tout simplement pour aider des Italiens qui sont en très très grande difficulté. Et malgré tout, ils sont obligés de revoir leur vision, avec une vision stratégique à cause de ce trouble fait. Et puis à partir de 1943, il est évident que la souveraineté italienne s'effondre. On va en parler. Et qu'on est dans quelque chose qui est radical, qui devient radicalement différent. Alors justement, est-ce que la vision que les nazis ont de l'Italie évolue avec, je crois, dites-moi si je me trompe, mais il me semble qu'à Stalingrad, c'est sur une aile, les régiments italiens qui craquent. Non, c'est les Roumains. Oui, mais les Italiens aussi. Les Italiens aussi. C'est vrai que les Roumains. C'est vrai que c'est roumain, romain, italien, c'est un peu pareil. Oui. Donc, est-ce que la vision que les nazis ont de l'Italie change avec ces magnifiques victoires soviétiques ? Alors, je vais revenir à une question que tu avais posée tout à l'heure et qui était intéressante pour une fois. C'est l'évolution diachronique, si tu veux, chronologique de la vision que les nazis ont de Rome. Parce que là, tout à l'heure, je vous ai brossé un portrait, voir Rome, signe de l'impérialité, etc. Mais de fait, on voit dans les sources qui parlent de Rome sous le Troisième Reich une évolution. En gros, avant 1900, mais c'est indépendant de l'histoire de l'Italie pour le coup. C'est vraiment le référentiel romain comme idéal de l'Empire. Avant 1941, quand on parle de la Rome antique, dans toutes les sources, on parle des routes romaines, on parle des monuments, on parle de la conquête du monde, on parle des légions, etc. On parle des modèles de colonisation, de leur travers aussi, parce que le modèle de colonisation romain, manifestement, a posé problème, puisque l'Empire romain a disparu. Il y a eu mélange des populations, il y a eu miction des sangs, et donc effondrement. Bon. Et bien justement, c'est cet aspect-là qui l'emporte après 1941. Ça, c'est très curieux. C'est-à-dire que vous avez l'automne 1941 qui est une catastrophe pour les nazis, puisqu'ils pensaient gagner la guerre.
En octobre, ils en sont encore là. 2 octobre 41, quand Heydrich prend ses fonctions à Prague, il dit voilà, on a gagné la guerre, c'est fini. Bon, maintenant, il va falloir ilotiser, comme les Spartiates, il faut ilotiser les populations européennes. C'est terminé, c'est plié. Bon, sauf que, en décembre 41, il y a eu la contre-attaque soviétique et la guerre est partie pour durer. Et ça, il y a un cauchemar qui surgit dans la tête de tout le monde, au plus haut niveau, cadre moyen, cadre supérieur, jusqu'à l'élite. C'est le cauchemar, évidemment, de l'enlisement de 14-18, donc de la famine par le blocus, et donc de la révolution et de la défaite. Ça ressurgit. Et dès lors, Rome, dans les propos privés d'Hitler, par exemple, c'est très clair, il parle beaucoup de Rome à l'hiver 41-42, non plus pour dire, voilà, l'impérialité, les légions, le pouvoir, non, pour dire effondrement de l'Empire, mélange des races, Saint Paul, qui est juif, christianisme, qui est du judaïsme, etc., etc. Donc là, Rome devient un référentiel d'angoisse et de destruction, apocalyptique, et non plus de construction. Maintenant, pour ce qui est de la vision de l'Italie, il y a une première chose dans le déroulement de la guerre, c'est 1940, juin 40, la victoire des Français en juin 40, je vous l'apprends peut-être, mais la victoire totale des Français sur les Italiens. C'est-à-dire que le front français tient, la ligne Maginot tient dans les Alpes. Et donc, Mussolini se trouve humilié par Hitler, qui lui dit, bon, t'es gentil, mais j'ai dû aller au forceps pour forcer les Français à te donner quelque chose, mais la Corse, les Bouches-du-Rhône, le Var, que tu voulais tout annexer, tu oublies. Parce que c'est pas possible. Donc, il y a cette première défaite italienne, et puis ensuite, c'est la litanie des catastrophes. Et la catastrophe, c'est 1941, la Grèce, avec cette opération qui n'était pas prévue par les Allemands, que les Italiens enclenchent, et qu'ils enclenchent tellement bien que non seulement ils se font battre, mais qu'en plus les Britanniques arrivent, avec une tête de pont sur le continent européen. Bref, les troupes allemandes sont obligées de foncer vers le sud, ce qui n'était pas du tout prévu. Résultat, l'opération Barbarossa prend 3 mois dans les dents. Voilà. L'opération Barbarossa, ce sera juin 41, fin juin 41, au lieu d'être en mars. Et ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, et les nazis en sont conscients, et sont d'autant plus furieux à l'automne 41, quand ils voient que le retard qui a été pris est sans doute la cause de l'enlisement et possiblement de la défaite. Et là, on arrive en 43. Moi, je vais citer Himmler. J'aime bien citer Himmler parce que c'est... Mais oui, les discours d'Himmler, c'est du nazisme chimiquement pur, si vous voulez. C'est de l'héroïne à 97% de pureté. Parce que, comme on dit aujourd'hui, il dit les choses. Il dit les choses. Et en septembre 43, donc après le retournement italien, le changement d'alliance, ça commence à faire beaucoup parce qu'on a eu des changements d'alliance et des retournements stratégiques des Italiens, mais Himmler, qui est un peu revenu de sa découverte des croix gammées sur le forum, si vous voulez, dit, je cite, dans 100 ans, pour dire chien, on dira italien. C'est sur cette parole de sagesse et d'amitié et de paix que je conclus cette intervention. Oui, donc une vision qui évolue au regard du contexte. Le contexte, 1943, tu viens de le dire, c'est bien sûr la chute de Mussolini, c'est l'invasion de l'Italie du Nord par les troupes allemandes, et ce qui se passe à ce moment-là en Italie, à la fois dans les têtes des Allemands qui arrivent en Italie et dans les faits. Voilà. Comment les Allemands envisagent à la fois l'intervention en Italie, on connaît tous l'histoire de Scorzeni qui va chercher Mussolini, etc., et la République de Salo, mais comment les nazis qui arrivent en Italie voient-ils le territoire dans lequel ils arrivent et comment s'organise la lutte en Italie? Alors c'est une histoire longue en fait, et c'est une histoire longue parce qu'elle ne s'arrêtera pas en 1945. Je voudrais juste vous donner une petite anecdote. Vous connaissez ce film de Pasolini qui s'appelle Les 120 jours de Gomorrhe. Vous vous rappelez qu'il y a une scène dedans où il y a des hommes qui sont déguisés en SA et qui font semblant de fusiller des gens? Vous vous rappelez de cette scène? Eh ben, l'un des hommes qui tient un fusil et qui est déguisé comme ça est un ancien membre de la Gestapo qui était spécialiste de l'Italie et qui était resté dans le pays. Donc, vous voyez, l'histoire qu'on va raconter là tout de suite, et qui est une histoire qui commence donc en 1943, et qui va avoir affaire avec des guerres qui s'entremêlent. D'un côté, une guerre de l'Allemagne contre les Alliés,
qui se joue par exemple au Monte Cassino, avec les parachutistes d'un côté, les tabords marocains de l'autre, hein, sur le pont du Garigano aussi, c'est pareil, etc. Et les premières DFL, oui. Tu es un meilleur historien militaire que moi, je le sais bien. Donc vous avez une première guerre qui est ici, vous avez une seconde guerre qui est une guerre de partisane, de lutte contre les partisans, qui va voir translater des savoirs qui avaient été développés en Biélorussie par les Allemands, qui vont être emmenés, importés en Italie, en Corse, en Sicile et en Sardaigne, puis ensuite sur le continent, hein, qui est fait de villages massacrés, comme celui qu'on connaît bien de Marzabotto. Et vous avez une troisième guerre, qui cette fois-ci est une guerre italo-italienne, qui est une guerre civile extrêmement brutale, entre d'un côté la République de Salo et les militants fascistes, et de l'autre les maquis antifascistes. Et c'est cet ensemble de guerres-là, si vous voulez, qui constitue un des maelströms les plus intéressants et qui fait que cette relation qui s'est mise en place entre Italiens et Allemands, elle continue à durer après. Pourquoi elle continue à durer ? Tout simplement parce que de ces trois guerres, il n'y en a qu'une seule qui a été réglée, c'est la guerre classique entre les Américains, et les Anglais et les Français d'un côté et les Allemands de l'autre. Et le 8 mai 1945, les Allemands ont perdu la guerre. Mais d'un autre côté, les deux autres guerres, elles ne se sont pas réglées comme ça. Elles se sont pas réglées comme ça parce que les Allemands ont mis en place des crimes de guerre extrêmement importants, les fosses ardéantines à Rome, mais aussi ces villages brûlés dont j'étais en train de vous parler. Et parmi les gens qui les ont mis en place, vous avez un certain nombre de gens qui étaient des spécialistes du SD de l'Italie et qui étaient des historiens et qui ont été, de par le fait qu'il n'y a pas eu d'épuration et de par le fait que les Italiens, pour essayer de calmer la guerre civile, la troisième guerre, ont renoncé à toute poursuite pour ce type de crime, ces gens n'ont eu aucun jugement jusque dans les années 60-70. Et c'est au moment où se crée une école historiographique allemande d'études du nazisme en Italie que les choses commencent à remonter. Elles commencent à remonter à cause de l'histoire italienne. C'est-à-dire que concrètement, comment ça se passe ? En 1945, il y a des débuts d'enquête sur des militants fascistes italiens et des officiers SS allemands qui ont brûlé des villages, habitants compris, comme Marzabotto. Très vite, les Américains et les Italiens décident que non, on ne va pas faire ces trucs parce que l'Italie est en première, avec un énorme parti communiste, l'Italie est en première ligne s'il y a une invasion russe, une invasion soviétique, et donc on va laisser tout ça, on va mettre tout ça sous le boisseau. Et donc, un certain nombre de dossiers disparaissent, finissent dans des coffres-forts. Les coffres-forts sont murés derrière du placopâtre, enfin l'équivalent du placo de cette époque-là, et voilà, on laisse tout ça vieillir. Et puis, vous le savez, à la fin des années 80, au début des années 90, il y a eu un grand scandale, énorme scandale politico-financier qui a éclaté en Italie. C'est Manipulite, hein, c'est l'opération main propre. Vous connaissez ça, je pense. Je me suis peut-être trompé dans les dates. Je suis pas un bon expert de l'Italie. Mais dans tous les cas, à ce moment-là, on commence à faire des travaux dans les palais de justice italiens. Hein, et on rénove, quoi. Et puis là, on découvre des coffres-forts, et notamment à La Spezia, on découvre le coffre-fort un coffre-fort dans lequel on trouve plein de dossiers, et parmi lesquels les dossiers d'un monsieur qui s'appelle Siegfried Engel, qui était chef de la Gestapo et du SD à Gênes, et qui est responsable d'un certain nombre de massacres. Pour pouvoir travailler sur ces massacres, on fait travailler les premiers historiens, soit allemands, soit italiens, mais qui travaillent sur l'occupation allemande en Italie et qui, comme ça, passent un deal avec les autorités de justice italiennes. Je fais ma thèse, tu me finances, et moi je te trouve les documents pour pouvoir incriminer les gens. Et ce truc se met en place comme ça, avec l'idée quand même, vous voyez derrière tout ça, que le Siegfried Engel dont je suis en train de vous parler, vous savez ce qu'il était comme métier ? Il était historien. Donc vous avez ici mon ami Carlo Gentile, qui est le grand spécialiste de ces divisions SS qui massacrent à qui mieux en Ombrie, et qui un historien qui chasse un autre historien, parce que Siegfried Engel, jusque dans les années, il a dû mourir en 2003, je pense. 2002, pardon. Jusqu'en 2002, il était vivant et donc il a été condamné par contumace. Il vivait à Hambourg. Il a été condamné à contumace au tribunal de La Spezia. Et donc vous aviez comme ça deux historiens l'un qui faisait la chasse à l'autre, etc., etc. Mais ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est que mon ami Carlo Gentile, il a été formé par un autre historien qui s'appelait Wolfgang Schieder et qui est le grand spécialiste allemand du fascisme.
Et que Wolfgang Kieder, il a été un peu chagriné pendant les mêmes années, parce que dans le même temps, les historiens se posent des questions sur les historiens national-socialistes. Et son père, qui s'appelait Theodor Schieder, lui avait fait partie de ces intellectuels qui avaient pensé la germanisation, l'Europe nazie, le futur occupé, etc., etc. Et donc, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que ici, la relation de l'Allemagne à l'Italie, la relation de l'Allemagne nazie à l'Italie fasciste, c'est une histoire qui est à la fois super complexe et puis très longue. Elle ne s'est pas du tout arrêtée le 8 mai 1941, elle continue encore aujourd'hui. Carlo Gentile, il est devenu enseignant dans une université après avoir chassé ses nazis, mais de temps en temps, il passe un coup de fil ou il reçoit un coup de fil pour aller chercher sur tel dossier qui reste encore vivant, pour aller chercher un document, pour voir si on ne pourrait pas amener tel dernier criminel devant les tribunaux. Alors, tu as parlé donc des massacres. Et quand je t'écoutais, je pensais à des gens que non pas qu'on a bien connus, heureusement, mais qu'on connaît bien, Odilo Globocnik, Christian Wirth, par exemple, qui ont participé à Trieste, dans la région de Trieste. Alors, Odilo Globocnik, c'était le SS Polizeiführer du district de Lublin, en Pologne. Christian Wirth, c'était le responsable des centres de mise à mort de l'action Reinhardt. Ces hommes sont évacués, sont envoyés à Trieste dans la lutte, dans la Partisanenbekämpfung, c'est-à-dire dans la lutte contre les partisans. Et c'est là que, d'ailleurs, tous les deux trouvent la mort. Voilà. Et est-ce qu'il y a une particularité de la lutte contre les partisans de la part des divisions, enfin du SD, de la SS en Italie? Est-ce que se rejoue un petit peu ce qui se passait en Union soviétique au moment justement de cette Italie, de nouveau théâtre de la guerre? Alors c'est intéressant que tu poses la question comme ça, parce que on peut voir, pour vous donner un petit peu une échelle de chiffres, la Biélorussie, l'endroit où a eu lieu la guerre de plus haute intensité contre les mouvements partisans, c'est 627 fois Oradour. Donc c'est Oradour tous les 2 jours pendant 4 ans. Voyez. Donc on est à des échelles de destruction qui sont extraordinairement d'une densité extraordinaire par rapport à nos échelles d'Européens occidentaux, et je sais pourtant qu'elles avaient monté nos échelles. Mais en ce qui concerne l'Italie, c'est une zone un peu frontière, si vous voulez, parce que quand on est en Ombrie, c'est clair. Les gens qui s'occupent de Marzabotto, les gens qui s'occupent de ce village qui tient un peu dans la mémoire italienne le même rôle que Oradour joue chez nous, les gens, c'est clair, le chef des détachements de renseignement de cette 16e division SS qui va brûler le village et ses habitants est un ancien intellectuel du SD dont on parlait tout à l'heure, qui a dirigé des détachements de reconnaissance dans les Einsatzgruppen à l'Est et qui a appris à brûler des villages en Biélorussie. Donc là, c'est clair, on voit la translation, y compris dans le personnel. Mais quand on est dans ces régions dont parlait Yannis, c'est quoi ton prénom déjà? Yanis, ce sont des régions qui sont cette fois-ci qui ont on va dire un habitus balkanique pour les forces allemandes. Et l'habitus balkanique, c'est quoi? C'est on a envoyé dans ces régions-là les Autrichiens parce que on voulait leur faire gagner la Première Guerre mondiale. C'est clair et net. Le général d'aviation qui va envahir la Serbie en avril 1941, il reprend exactement le même type de bombardement. Enfin, alors, il le fait avec des avions et pas des canons, mais le même type de bombardement sur Belgrade que ceux qui avaient été mis en place entre le 28 juillet et le 1er août 1914. C'est-à-dire qu'il rejoue la même guerre. Et là, comme l'a dit Yanis, dans ces régions-là, on a affaire à une guerre qui est une guerre de partisans, mais qui se joue pas tout à fait de la même façon qu'en Biélorussie, parce que c'est une guerre dans laquelle les pratiques d'épuration ethnique entre Italiens, Croates et Slovènes sont bien plus importantes. Et donc, c'est pas tout à fait la même guerre qui se joue là, mais c'est une autre guerre nazie, parce que c'est un nazisme autrichien qui va les prendre en charge et qui prend ses modèles plus dans le district de Lublin et dans la marqueterie de l'arc occidental de l'Union soviétique et de ce qui avait été l'Empire austro-hongrois, plutôt que dans les forêts profondes de Biélorussie. Alors,
un mot quand même, parce qu'on n'en a pas parlé. L'arrivée des Allemands en Italie, septembre 1943, 16 octobre 1943, c'est la rafle du ghetto de Rome. Jusque-là, la politique antisémite fasciste avait été bien sûr virulente, mais ne s'inscrivait pas, bien sûr, dans la politique nazie de solution finale. L'arrivée des Allemands marque l'entrée de l'Italie comme espace de réalisation de cette politique d'extermination massive, dite de solution finale. Est-ce que l'un des deux veut en parler un petit peu ou... Je suis très ignorant de ce truc-là. Je trouve ça. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur la question des persécutions des Juifs en Italie. Il y a une excellente école italienne sur la question du fascisme. Il y a des collègues français aussi qui travaillent là-dessus. Et puis vous avez des collègues israéliens. Et sur la question des politiques allemandes en Italie, on a des travaux qui sont moins fournis là-dessus. Ce qu'on peut observer quand même, c'est que la chronologie nous montre que à partir de l'automne 1943, les communautés judaïques survivantes sont essentiellement localisées dans des États qui étaient des États satellites du Troisième Reich. La Hongrie, l'Italie, essentiellement. C'est là que vont avoir lieu les derniers très grands massacres. Et donc, effectivement, les moindres signes d'avancée des Alliés, qui est une raison d'espérer pour ces communautés, est en fait un signe qui les condamne à mort de façon extrêmement sûre. C'est ce qui se passera pour la Hongrie. Et c'est en gros ce qui se passe pour l'Italie. Si mes souvenirs sont bons, ce sont les Slavi Deichmann qui prennent les choses en main et qui ont à ce moment-là accumulé un savoir-faire logistique et organisationnel tel que les choses se passent sans coup férir en quelques jours. Donc moi, j'en sais pas beaucoup plus que ça. Oui, en sachant que tu parles de la Hongrie et de l'Italie, évidemment, les chiffres, si on regarde simplement les chiffres, sont sans commune mesure. Puisqu'on est autour d'un peu plus de 8000 juifs italiens déportés, parce que d'Italie on allait à Auschwitz, et on est à plus de 500 000 juifs de Hongrie qui ont perdu la vie. Un petit mot, Johan, sur justement ces juifs en Italie, c'est le rapport, les nazis et leur vision de ce judaïsme italien. Ce qu'on peut dire, sans être grand clair non plus, c'est que l'exemple, si vous voulez, de la politique antisémite des fascistes a été retenu comme exemple un peu paradigmatique du fait que, ça y est, à partir de la seconde moitié des années 30, l'Italie se met à la remorque de l'Allemagne. Voilà, elle fait des lois raciales. Bon. Alors, ce qu'ont montré au contraire nos collègues italiens qui travaillent là-dessus, qui citait Christian, ou des collègues français, je pense notamment à la thèse d'habilitation de Maria Matar Bonucci sur la politique antisémite fasciste, c'est que, certes, il y a l'inspiration allemande, il y a le modèle allemand, et c'est intéressant ce qui se passe en Allemagne, mais le fascisme ne fait pas du tout partie du logiciel fasciste, absolument pas. L'antisémitisme n'en fait pas partie. Et en juillet 1938, on prend une législation antisémite, pas parce qu'on veut copier ou importer le modèle allemand nazi, mais pour des raisons endogènes, de dynamique propre du régime fasciste. Ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de relance du projet qui s'essouffle. Ça fait 16 ans qu'on est au pouvoir. Mussolini ne cesse de flétrir dans ses discours la pastachute, dans laquelle les Italiens se complaisent. Ils s'engraissent, ils bouffent trop, ils se dévirilisent. Alors pour reviriliser tout ça, il y a le projet colonial. Et le projet colonial, c'est un projet raciste, de ségrégation, d'exclusion, de domination et de colonisation raciale. Et en interne, ce projet de ségrégation, domination, exclusion et de désignation de l'ennemi et donc de réinstauration d'une dialectique. Parce que quand vous mettez un ennemi, vous créez du mouvement, vous créez de la tension, vous créez de la dialectique, tout simplement, de l'affrontement. Eh bien, c'est la désignation de l'ennemi juif. Autrement dit, il y a une homologie, si vous voulez, entre ce qui se passe dans l'Empire, l'Éthiopien, le Noir, l'Arabe, c'est un élément hostile qui doit être exclu, qui doit être dominé, etc. Et bien, dans la métropole, c'est l'élément juif qui se voit frappé de tout ce qui se fait en Allemagne depuis 1933 et surtout depuis 1935, depuis la proclamation des lois de Nuremberg. Donc ce n'est pas une importation, une photocopie ou un copier-coller. C'est une dynamique endogène, une dynamique interne, de relance interne du régime. Et ça, je trouve que c'est un acquis vraiment de l'historiographie italienne et française, pour le coup. Je pense donc à Marianne Matar Bonucci sur ce point-là. Alors il y a un petit sujet dont on n'a pas parlé,
tout petit sujet, c'est un tout petit État au centre de l'Italie qui s'appelle le Vatican. Tu vois ça avec Édouard Husson, s'il te plaît. Et donc, le Vatican, je pensais... on a parlé, j'ai évoqué un Christian Wirth, Odilo Globosnik. Je pensais à Franz Stangl. Franz Stangl, l'ancien commandant de Treblinka, qui est passé quand même par le Vatican pour rejoindre l'Amérique du Sud, comme beaucoup d'autres, en réalité. Quelques dizaines de milliers, on ne va pas non plus... Voilà, oui. Donc la filière du Vatican a été une véritable filière d'évasion des nazis. Tout de suite les grands mots. Hein, voilà, oui. Voilà. Ceci dit, bon, je dis ça, mais je suis quand même entouré de deux personnages dont l'œil s'allume d'un côté quand il s'agit d'Himmler et de l'autre quand il s'agit des massacres de masse. Donc, j'essaierai de sortir en même temps que vous et avant eux. Donc, est-ce qu'on a, voilà, est-ce qu'on a des choses à dire mais je sais très bien. On a bossé comme des fous. Non mais c'est pas grave si tu connais rien, lui t'inquiète pas, lui c'est le couteau suisse, n'importe quoi. L'année prochaine on fait n'importe quoi et le nazisme et vous allez voir ça va être vachement bien. Donc voilà, est-ce qu'on peut expliquer d'abord, est-ce qu'on a une explication, un début d'explication sur cette filière du Vatican, cette idée que le Vatican, cette réalité qui a été la filière d'évasion par le Vatican. Déjà, il faut remonter un petit peu en amont pour voir quelle est la vision que les nazis ont de l'Église catholique. L'Église catholique, c'est un État bimillénaire à leurs yeux, hein, qui les impressionne grandement. Alors, ils détestent ça parce qu'il y a une tradition en Allemagne depuis la Renaissance, depuis la Réforme, depuis Luther, de détestation de ce qu'on appelle les Pfaffen, c'est-à-dire les curtons, le clergé catholique que l'on déteste, hein, qui est accusé de tous les maux. Et d'ailleurs, il y a à partir de 1935 une campagne très violente en Allemagne, à la fois médiatique et judiciaire, contre ce qu'on appelle les crimes moraux, les turpitudes morales des curés, des moines, des nonnes, les petits-enfants, le détournement d'argent, etc. Bon, il y a une campagne très violente qui est déclenchée. Bon, la Gestapo n'a pas eu besoin d'aller chercher bien loin, hein, les dossiers étaient là, il a juste fallu les rendre publics, mais on déclenche une campagne. Pourquoi ? Parce qu'on est très déçu par l'attitude du Vatican, dont on a cherché la bénédiction, hein, au sens le plus fort du terme, avec le Concordat de 1933. Le Concordat de 1933, c'est une affaire magnifique pour le Troisième Reich. Magnifique parce que voilà un gouvernement qui est considéré par beaucoup, y compris en Allemagne, hein, comme un gouvernement de brigands, de voyous, qui va durer quelques mois, qui va s'effondrer. Le voilà canonisé par la reconnaissance du plus vieil État du monde, par le Concordat de juillet 1933. Ça faisait partie d'un marché qui avait été conclu entre Hitler et le Zentrum, le parti catholique. Le Zentrum a voté la loi d'habilitation du 23 mars 1933 contre la promesse d'un concordat qui, aux yeux des catholiques allemands, allait sanctuariser les catholiques, les protéger par donc cet établissement, la conclusion du concordat. Bon. Donc ils ont fait ça, les nazis, et le pape Pie XI, qui est un pape très politique et qui a su faire ce qu'il fallait avec Mussolini, les accords du Latran de 1929, la paix, au fond, avec l'État italien, eh bien, le pape Pie XI se montre rétif à l'égard de Berlin. Et il y a, évidemment, en 1937, ça culmine avec l'encyclique Mit brennender Sorge, c'est avec un souci brûlant, hein, dit le pape, encyclique exceptionnellement rédigée en allemand, et non pas en latin, hein. Incroyable. Et il y a ce projet d'encyclique que seule la mort de Pie XI va enterrer, puisque c'est son successeur, Pie XII, qui l'enterre en février 1939, qui là est intitulé Humani Generis Unitas, l'unité du genre humain, ça veut tout dire, et qui était une condamnation radicale, absolue, du racisme nazi et de son antisémitisme. Donc les nazis sont déçus par ça, je ne sais plus ce que je voulais dire. L'Église, oui, ils sont déçus par ça, mais ils n'arrivent pas à se défendre d'une admiration un peu craintive face à ce Reich bimillénaire. Eux, ils veulent un Reich millénaire, l'Église, c'est 2000 ans. Et Hitler le dit très clairement à ses interlocuteurs à table, il dit, de manière très familière, il dit, attendez les gars, je cite, hein, vraiment, attendez les gars, ils connaissent leur mec, hein, les cathos. Ils connaissent leur mec. Ça fait 2000 ans qu'ils sont là.
Ça fait 2000 ans qu'ils racontent des cracks, hein, et qui sont encore là. Voilà ce que dit Hitler, littéralement. Donc ça le fascine, ça. Et puis, Hitler, c'est un Autrichien. Hein. C'est un catholique autrichien, comme Goebbels, catholique rhénan, comme Himmler, catholique bavarois. Tous ces gens-là, une sociétisation catholique, ils sont impressionnés. Saint-Pierre de Rome, ça les fascine, quoi. Et c'est pour ça qu'en 1938, quand Hitler fait sa visite à Rome, et que le pape Pie XI se retire à Castel Gandolfo, c'est une humiliation terrible. Terrible, et il le prend très mal. Donc, la décision est prise par Hitler, dans la deuxième moitié des années 30, de régler son sort, non seulement au christianisme, mais plus spécifiquement au catholicisme. Le catholicisme, c'est du christianisme, c'est-à-dire du judaïsme rebouilli. Et le catholicisme, c'est cette grande institution, modèle, mais hostile, qu'il va falloir détruire. Sauf qu'elle n'est pas si hostile que ça, et qu'on peut continuer à faire de la politique avec les catholiques, puisque les catholiques sont, en Allemagne en tout cas, nationalistes, conservateurs, anticommunistes, antisémites, donc on peut faire affaire. Et providence divine, mort de Pie XI, et arrivée de Eugenio Pacelli au trône de Saint-Pierre. Eugenio Pacelli, germaniste, germanophone et germanophile, qui est ancien nonce à Munich en 1918, où il a vu la révolution soviétique de ses yeux vus, et il en était traumatisé à vie de la révolution soviétique de Bavière, et il a été ensuite nonce à Berlin, avant d'être l'artisan, comme secrétaire d'État, du Concordat de juillet 1933. Donc l'arrivée de Pie XII est une bénédiction, parce que c'est un homme qui a une obsession dans la vie, c'est le communisme. Avec les nazis, par contre, on peut pactiser, on peut traiter. Et on va le faire. Et on va le faire jusqu'en 1945, et on va le faire après 1945. Et c'est ce qu'évoquait Yanis. Le Vatican, au cœur de l'Italie, au cœur de Rome, le cœur du cœur de Rome, si vous voulez, historique, va devenir la plaque tournante de l'évasion des pires ordures qui soient, qui vont bénéficier de deux réseaux. Le réseau catholique croate, avec le père Joseph Draganović, hein, qui, je ne sais plus s'il s'appelle Joseph, il s'appelle Draganović. Le réseau croate, c'est-à-dire le réseau des Oustachis. Donc le réseau des Oustachis, qui sont plus nazis que les nazis à bien des égards, si vous voulez, qui sont catholiques. Je précise que Ante Pavelić, le chef des Oustachis, mourra en exil en Espagne, un peu comme tout le monde, si vous voulez, chez Franco, en 1963, je crois. Tenez-vous bien, avec la bénédiction pontificale et apostolique de qui ? Saint Jean XXIII. Saint Jean XXIII, voilà. Donc il y a le réseau croate et il y a le réseau des évêques autrichiens et allemands avec Monseigneur, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin bref, l'évêque autrichien de Rome qui organise les réseaux. Et donc le passage par le Vatican, c'est un Stempel, hein, qui vous permet d'avoir une espèce de sauf-conduit et de partir vers des terres plus amicales, plus accueillantes, où on a besoin de cadres administratifs, policiers et militaires pour faire quoi ? Ce que fait le Vatican, ce que font les dictatures d'Amérique latine, ce que font les États-Unis, ce que font les démocraties de l'Ouest européen, la nouvelle vraie guerre contre les communistes, tout simplement. Et ça se fait comme ça, et ça se fait très bien. Il y a une dernière voie de passage qu'il ne faut pas oublier, et qui est une voie importante, parce que c'est le seul vrai endroit où Italiens et Allemands vivent un peu ensemble. C'est ce territoire du Trentin et du Haut-Adige, où il y a des minorités allemandes, le Sud-Tyrol, dans lequel il y a des minorités allemandes, et il y a toute une partie des réseaux d'évasion de l'Allemagne occupés par les Français, les Américains et les Soviétiques, essentiellement, hein, donc l'Allemagne du Sud. Il y a toute une partie de ces réseaux passe par cet endroit et par cette interface parfaite qui sont ces gens qui sont de nationalité italienne, mais germanophone et de culture catholique. Voilà. Alors, plus précisément sur la filière du Vatican, vous avez deux filières. Vous avez une première filière de l'évêque Alois Udal. Voilà. C'est lui que tu cherchais, j'avais compris. Alois Udal qui va effectivement qui va faire partir, qui va permettre d'évacuer des centaines d'anciens nazis qu'il va visiter en fait dans les camps de personnes internées où il cherche les germanophones. Et puis vous avez une deuxième filière plus importante les franciscains notamment, et ce fameux les Croates, ce fameux Krunoslav, oui c'est un prénom, Draganović, qui lui a monté une filière extrêmement importante, et là on parle vraiment de centaines voire de milliers de nazis qui ont fui vers l'Amérique du Sud ou vers le Proche-Orient. On pense notamment, alors évidemment pour l'Amérique du Sud, vous avez parlé de Franz Stangl, mais
On a évidemment en tête tous Eichmann, évidemment, et puis pour le Proche-Orient, ou Mengele. Et pour le Proche-Orient, par exemple, Alois Brunner. Alois Brunner, responsable notamment de l'arrestation des Juifs en France à partir du 1er juillet 1943. Donc, un petit chiffre, l'Argentine de Perón attribue en avril et en mai 1945 45 000 visas à des Allemands et Autrichiens. 45 000 visas en 2 mois. Voilà, c'était les supporters de la Mannschaft qui devaient aller voir le... Argentine-Allemagne. Donc, tout ça pour vous dire que cette filière de Draganovic au Vatican, c'est un secret de Polichinelle. C'est connu par les services, par les différents services occidentaux. Le haut fonctionnaire du Vatican qui est chargé à la curie de ça, de superviser ces opérations, c'est un monsieur dont j'ai oublié le nom civil, mais qui va, dommage, mais qui va devenir le pape Paul VI. Voilà. C'est le futur pape Paul VI qui supervise tout ça, qui couvre Oudal, qui couvre Draganovic et qui organise les réseaux d'exfiltration. Le motif, c'est la charité chrétienne. Le pardon aux pécheurs, blabla, tout ça. C'est le même motif qui fait qu'on accueille dans les couvents des ordures comme Touvier. Touvier, c'est le pardon, que voulez-vous. C'est beau le pardon. T'as pas l'air convaincu. Bien, il nous reste 20 minutes. D'abord, messieurs, messieurs, dames, mesdames, messieurs, je vais le faire dans l'ordre parce qu'après je vais me faire engueuler. Donc, voilà, on a essayé en 1 heure de balayer un petit peu le sujet qui est en réalité extrêmement vaste. Il y a beaucoup de questions et j'imagine qu'il y a beaucoup d'interrogations auxquelles mes 2 camarades, j'ose dire camarades, n'ont pas répondu. Nous manquons de temps, néanmoins nous avions le désir de vous donner la parole. Donc la parole est à vous. Alors il y a une question là-haut, monsieur. Parlez bien fort. Bonsoir à vous. J'aurais une question et 2 remarques. La première question, c'est à propos de Carl Schmitt, donc catholique. Mais n'est-il pas en porte-à-faux depuis que le Saint-Office condamne l'antisémitisme en 1928 et que le pape lui-même signe l'encyclique de 1937. Là, il y a peut-être une difficulté pour le catholique qu'il est. La première remarque, vous avez évoqué la rafle de Rome le 16 octobre 1943. Permettez-moi de vous donner quelques chiffres. La communauté de Rome, c'est 15 000 juifs. Et les Allemands raflent environ 1250 personnes, dont 17 reviennent. Où sont les autres? Ils sont chez les Romains, dans des presbytères, dans des couvents et jusqu'au Vatican. Donc il y a aussi une autre filière. C'est celle qui cache les juifs. Il faut évoquer. Et venant de Toulouse, c'est un diocèse qui a beaucoup caché de juifs. Oui, Monseigneur Saliège. Voilà. Et dernière remarque, monsieur Roder, en toute amitié, le soldat italien n'est peut-être pas aussi mauvais. Est-ce que j'ai dit qu'il était mauvais? Non, en fait, j'ai cru comprendre. Pas du tout. Disons que le soldat italien n'est pas plus courageux que d'autres, mais aussi bien dans la Première et la Seconde Guerre mondiale, il a fait son devoir. Mais quand vous regardez la stratégie italienne, qui est, elle, très limitée, le haut commandement italien, qui est médiocre, et un armement qui est médiocre, je crois que ça ne veut pas dire que le soldat italien soit plus courageux que d'autres. Voilà. Alors, ce n'était pas du tout mon intention. Donc, non, ne vous méprenez pas. C'était un petit clin d'œil, un petit trait d'humour, et qui n'engageait absolument pas, évidemment, le courage des soldats italiens sur le front. Moi, je n'y étais pas. Voilà. Je pense que j'aurais couru beaucoup plus vite qu'eux. Mais vous avez tout à fait raison. Et quand je dis l'armée, le soldat italien, c'est bien sûr tout ce que vous avez dit, à la fois l'état-major, mais aussi l'équipement qui n'était pas le même, et le commandement, la stratégie qui n'était nécessairement pas toujours adaptée. Donc voilà, c'était juste un petit trait comme ça d'humour. Vas-y. Bon, Philippe, on t'a reconnu. Philippe Foreau, maître de conférence à l'université Toulouse-Jean Jaurès, et spécialiste de l'Italie. Et donc, ce que tu dis, effectivement, sur le sauvetage des Juifs de Rome, c'est un fait glorieux.
j'aurais tendance à dire, si tu veux, que pour les catholiques de Rome, ce sont les juifs de proximité, c'est le prochain. Et le prochain, effectivement, on va le sauver. J'en dirais pas autant. Et Pie XII marche dedans, bien sûr. Le prochain, on le sauve. Mais si tu veux, dans les catégories d'analyse d'un Pie XII, enfin d'un Pacelli, pour moi, ce type est un monstre, si tu veux. Voilà, je le dis clairement, c'est un monstre. C'est un type un monstre froid, c'est un politique, voilà, qui a subi un choc en 1918. Il était nonce à Munich. Et il raconte que le grand traumatisme, ça a été de voir les commissaires politiques de la République soviétique, ce qu'on dit République des conseils, parce qu'on traduit République de l'allemand, mais c'est une république, ça veut dire République soviétique. Bien, les commissaires politiques viennent et lui piquent sa voiture. Et ça, voilà, pour un Italien. Alors, est-ce que vous pourriez lui faire une remarque? On fait pas de remarques, Anne Ingrao. Mais voilà, et il vit ça, il vit le drapeau rouge sur les églises, si tu veux. Et ça, il en garde une idée, c'est que le communisme, c'est le danger absolu, et le communisme, c'est quand même les juifs, quoi. Voilà. Il épouse cette idée que des populations opprimées depuis des siècles ou des millénaires en Occident se sont soulevées et se sont servis du levier communiste pour se libérer. Le judo-bolchevisme, c'est une catégorie de Pacelli aussi, et sa politique reste dictée par ça. Maintenant, quand il y a un pauvre juif là qui va se faire rafler, bien entendu qu'on va le secourir. Mais au niveau micro, mais au niveau macro, c'est autre chose. Au niveau macro, la politique impose que... Et moi, je suis effaré qu'on ait pu songer au sein de l'Église à coloniser ce type. Enfin, c'est pas possible, quoi. Pie XI, 1000 fois, bien sûr, Pie XI. Mais alors Pie XII... Ah oui, sur Carl Schmitt, je ne saurais pas te dire sur son... Bon, il s'est posé un dilemme comme les catholiques d'Action française, j'imagine, pour lui, mais je ne saurais pas te dire. Voilà. Une autre question? Oui. Ça c'est Philippe, pour le coup. Ça, tu sais, toi. Le regard des Italiens sur l'Allemagne. L'opinion publique italienne est en général assez réticente. On le sait évidemment, même si le régime est à vocation totalitaire. Mais par exemple, un des arguments qu'a Mussolini en 38-39 vis-à-vis d'une alliance étroite avec l'Allemagne, c'est qu'il a besoin de populariser l'alliance allemande et les Allemands auprès des Italiens. Donc voilà, il lui faudrait un peu de temps pour acclimater l'Italien moyen, si j'ose dire, avec une alliance avec l'Allemagne nazie, qui n'est fondamentalement pas populaire au sein du peuple italien. On n'aime pas l'Allemagne parce qu'il y a le Saint-Empire aussi, il y a le souvenir de l'Autriche, la germanité, on n'aime pas trop ça. On a des raisons d'ailleurs. Ah oui. Une autre question peut-être? Oui, madame. Excusez-moi, je voudrais intervenir sur... Je ne suis pas historienne, je le dis. Mais toutefois, j'ai lu un livre dernièrement qui pourrait remettre en partie, en tout cas nuancer les propos que vous avez eus au sujet de Pie XII. Et il s'agit du livre de Marc Rebling, qui est historien et analyste politique, et qui a édité notamment, qui est paru d'ailleurs, je crois, chez Texto, Le Vatican des espions. Et qui remettrait un tout petit peu quand même, qui permettrait de nuancer votre propos assez acerbe sur cet individu. Non, il est à peu près argumenté. Il est à peu près argumenté. Non, alors je connais pas le... Je voudrais vraiment avoir votre Oui. point Non, mais bon, là-dessus, parce on que va... j'ai l'impression Bien sûr. qu'il apporte un autre éclairage, Oui. certes moins connu, Ouais, mais notamment sur le rôle de Joseph Müller. D'accord. Écoutez, bon, sinon il y a les travaux de Giovanni Micoli, qui est par ailleurs un historien accrédité au Vatican, qui a fait un très grand livre sur Pie XII et les nazis. Moi, bon, on peut en discuter jusqu'à plus soif, mais si vous voulez, quand vous avez les rapports du SD à partir de 1943 qui disent on a pris contact avec le pape, il est tout à fait favorable à une évacuation vers le Liechtenstein parce que la remontée des Alliés en Italie, ça le fait flipper. Et quand le même Pie XII écrit au commandant des troupes américaines, par pitié, ne faites pas défiler des Noirs
à Rome parce que la population le prendrait mal, vous comprenez. Voilà le personnage. Donc ensuite, vous pouvez le réhabiliter, le canoniser, je m'en fous. Hein. Mais franchement, oui. Je veux dire juste qu'il me semble que cet historien apporte un autre point de vue, et notamment en ce qui concerne la résistance allemande, en particulier. La résistance allemande ? Oui, qui est en relation, c'est ce que dit en tout cas l'auteur, en relation avec le Vatican. C'est tout. Oui, alors ça, oui. Attendez, comment dire ? Sur une relative imperméabilité des catholiques allemands à des messages nazis, ça c'est certain. Ça c'est certain. Les zones rhénanes et les zones bavaroises catholiques sont assez rétives. On parle en allemand de Resistenz au sens de la résistance des matériaux, qui ne plie pas, si vous voulez, pas au sens de résistance active, tout simplement parce que, les catholiques sont organisés en contre-société et voient très mal l'idée d'envoyer leurs gamins dans les Hitlerjugend alors qu'il y a déjà les associations paroissiales, vous voyez, ce genre de choses. Mais alors, en termes de résistance active, bon, voilà, on restera plus prudent, quoi. Oui, moi, Absolument. Moi, je rajouterais quand même que les seules manifestations, il y a eu 2 types de manifestations pendant le Troisième Reich. Des gens qui sortent dans la rue sans gilet jaune, mais ils le font. Ces manifestations, on les trouve à Munich pour la plus grande partie d'entre elles, et c'est quand les nazis décident de retirer les crucifix des écoles catholiques. Et donc, oui, ces gens savaient râler sur quoi ils voulaient râler. C'est-à-dire que quand il s'agissait d'empêcher... quand il s'agissait de commencer à râler parce qu'on était en train de s'apercevoir qu'il y avait 30 à 35 000 malades mentaux qui avaient disparu des hospices, etc., là, ça commence à râler. Mais quand les Juifs partent, ça râle pas. Et donc, vous voyez, toute la question, elle est là. C'est des questions qui sont hyper chatoyantes au sens premier du terme. Vous voyez, c'est tout en. C'est très difficile d'avoir un jugement. Un jugement définitif. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il y a des consensus. Il y a un consensus européen à l'extermination des Juifs. Le processus n'est pas un processus allemand, c'est un processus européen. La Shoah est impensable sans des tueurs d'enfants lituaniens, sans des Serbes, sans des Croates qui mènent leur propre politique, etc. Que les catholiques ont leur part dans tout ça. Et comme bien d'autres groupes. Bon, vous savez, Monseigneur Stepinac à Zagreb, c'est... Pardon ? Ah oui, non, bien sûr. Je suis un militant catholique bien connu. Non, mais pas nous. Non, mais puis voilà, on va peut-être arrêter de dire des choses. Oui, non, sur les catholiques, parce qu'après, on va encore dire que c'est la faute des Juifs. Donc, oui. Alors, oui, madame. C'est une blague. Vous avez donné l'exemple du cas en économie qui montrait que finalement les Allemands, les nazis, n'étaient pas forcément si admiratifs du régime fasciste. À part cet exemple-là, je veux dire, ceux qui étaient admirables. Là, je sors du côté romain, tout ça, mais du régime, des institutions, du prétendu ordre. Enfin, je veux dire, quelles étaient les choses qui, par ailleurs, étaient admirées, ou les autres exemples qui étaient sur lesquels on était sur ces réserves? Je pense que les institutions agrariennes, par exemple, étaient assez admirées. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les spécialistes du ministère du Ravitaillement, par exemple, font des séjours en Italie pour aller observer un certain nombre de choses. Sur la question du colonial, par exemple. À un moment, il est question d'envoyer des groupes de policiers dans des territoires qui sont beaucoup plus au sud, notamment dans le Maghreb et à Tripoli. Et l'école coloniale est fondée à Rome. Vous voyez, on a des exemples, c'est très ponctuel tout ça, et c'est presque anecdotique. Mais vous voyez, on a des exemples comme ça du fait qu'il y a des dimensions des politiques fascistes qui ont pu être prises en exemple par des ailes très radicales du national-socialisme. Il y avait une question là-bas. On a souvent dit que Hitler s'était suicidé parce qu'il ne voulait pas mourir comme Mussolini. Est-ce qu'on accrédite cette thèse ou pas ?
Ça rentre effectivement dans la décision. Et au-delà du suicide, c'est la destruction de son corps. Il donne des instructions pour que son corps ne soit pas utilisé et blasphémé comme l'a été Mussolini, donc pendu comme un jambon par les pieds à une station-service. Un jambon n'a pas de pied. C'est un pied, là. Ouais, voilà, c'est un pied. Quoi. Donc voilà, il voulait pas ça. Il voulait éviter deux choses : être pris vivant et faire figurer dans un triomphe à la romaine, disait-il, sur la place rouge avec Staline. Donc on l'aura pas vivant, mais mort non plus. Il faut pas qu'on l'ait parce que il veut pas terminer comme Mussolini. Voilà. Oui, monsieur. Est-ce que la guerre d'Espagne a joué un rôle, et si oui, lequel, dans le rapprochement, en particulier, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une certaine admiration pour les exploits militaires des Italiens en Espagne, qui aurait pu renforcer l'idée que c'était un allié solide? Comme quoi ça arrive. Voilà. Là, je suis désolé, monsieur, mais on a atteint assez facilement les limites de ma connaissance. Je ne connais rien à ce truc-là. Voilà, je suis désolé. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est un exemple de coopération militaire, que ça se passe bien et qu'on peut recommencer. Voilà. Mais Non, mais c'est parce que la campagne de l'Éthiopie a été très moyenne par les soldats italiens. Ils sont assez efficaces dans la guerre d'Espagne. C'est malheureux de les républicains. Ils ont été assez efficaces. Est-ce que c'est pas là où peut-être moi, le peu que je sais sur la question, c'est que les stratèges allemands sont très autocentrés, et puis les nazis de manière générale. Donc ils considèrent leurs propres armes, leurs propres machins, donc la Légion Condor, la Luftwaffe, voilà. Le reste, bon, si ça marche, c'est bien, quoi. Vous voyez, il n'y a pas de, voilà, c'est une espèce d'égocentrisme assez radical quand même. Alors il y a deux, je regarde l'heure parce qu'il y a deux questions ici, et puis je pense qu'on sera obligé de s'arrêter, monsieur. Ça s'éloigne un tout petit peu du cadre de l'Italie, mais vous avez parlé du modèle fasciste. Est-ce qu'il y a d'autres modèles pour les Allemands? Je pense par exemple justement à l'Espagne. Est-ce qu'il y a d'autres modèles à part l'Italie? Ou c'est vraiment... Certainement pas l'Espagne. Hein. Certainement pas l'Espagne. Bon, ensuite, ça va se développer avec une quasi-haine de Hitler contre Franco à cause de 1940. Hein. Franco n'intervient pas. Bon, ensuite, il essaie de se rattraper en envoyant la Légion Azur sur le front de l'Est. Mais certainement pas l'Espagne, parce que l'Espagne, pour les nazis, là, c'est vu en termes géo-raciaux, si vous voulez, ou géobiologiques. L'Espagne est une zone perdue, une zone de mélange. Le matériau biologique, pour parler comme eux, est inférieur. Hein, Himmler, là aussi, le dit de manière très, très claire et très, très crue. Donc, non. Les problématiques espagnoles, la guerre civile, le catholicisme contre le communisme, ça ne les intéresse pas du tout, ça. Ça les intéresse pas du tout. Non, non. Madame. Je voudrais savoir si est-ce qu'il y a eu en Italie, après-guerre, à l'image d'un procès Barbie en France, un procès justement pour la guerre naziale, les fosses Ariatine. Est-ce que le commandant qui avait commandé ça a été jugé en Italie? Alors Pripke a été jugé en Italie et il a été condamné là-bas. Oui, il a été condamné à... Non, il y a un tribunal à La Spezia et une section de gendarmerie spécialisée dans les crimes de guerre. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'Italie, encore une fois, mais il y a encore pas mal de procès en cours. Il y en a, je crois, 5 à 6 qui sont encore des enquêtes qui sont encore en cours. Et comme je vous disais, il y a des historiens allemands germanophones qui écument les archives pour essayer de nourrir ces procès. Il y a une historienne allemande qui s'appelle Kerstin von Lingen, qui a fait un très beau travail sur le procès du commandant en chef allemand du théâtre qui s'appelait Kesselring et qui a été condamné en Italie et en Allemagne, là aussi. Donc il y a des procès qui ont eu lieu. Ce qui caractérise malgré tout essentiellement la situation italienne, me semble-t-il, c'est qu'il y a très très peu de procès d'Italiens. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de l'Italie. Hein. Moi, c'est l'URSS, tout ça. C'est là où il se passe des choses, quoi. Donc, j'ai pas dit qu'il s'en passait pas. Bien. Avant de vous remercier, je voudrais dire un petit mot de conclusion sur, non pas sur le sujet, mais voilà, ne vous méprenez pas si il nous arrive de rigoler, de sourire un peu, parce que ces sujets sont des sujets graves. Sont des sujets sur lesquels nous travaillons à longueur d'année, et que si nous n'avons pas un peu de distance avec ces sujets-là, eh bien,
Voilà, comme le disait fort justement Johan à une époque dans une belle interview qu'il avait donnée à Libération. Voilà, on s'arrêterait de travailler sur ces questions et voilà, on s'enfermerait et on se frapperait la tête contre les murs en déchirant nos vêtements et en se jetant de la cendre sur la tête. Donc voilà, donc je vous prie d'excuser ceux ou celles que ça peut éventuellement voilà, surprendre ou froisser. Je remercie beaucoup Christian Ingrao et Johan Chapoutot d'avoir accepté encore une fois. Voilà, et je vous assure que quel que soit le sujet l'an prochain, nous serons là.